Je vais céder la parole à Denis Péchanski, directeur de recherche émérite au CNRS, président du conseil scientifique et d'orientation de la mission Libération, qui présentera le tableau général des cérémonies. Il nous apportera les clés de compréhension des séquences organisées par la mission Libération. Ces cérémonies ont été pensées de telle sorte à rendre hommage à toutes les mémoires de cette période de notre histoire et à chaque maillon ayant permis la libération et la renaissance de la France après 4 ans d'occupation. Cher Denis, c'est à vous. Merci beaucoup et merci pour cette présentation, non pas de moi-même, mais de globale de ces commémorations. J'aurais peu de choses à vous dire, donc en 1h30, ça devrait être réglé. Quand on me connaît, c'est à peu près le temps qui m'est imparti pour aller jusqu'au bout. Mais je vais essayer d'être un tout petit peu plus rapide tout de même pour rendre compte effectivement d'un moment important, d'une commémoration assez singulière, puisque c'est un moment de convergence mémorielle. Cet itinéraire suivi par le président de la République et par le ministre et par les ministres rencontre volontairement de la diversité des mémoires auxquelles on doit rendre hommage aujourd'hui et qu'on doit mobiliser. Alors bien sûr, je ne le prends pas dans l'ordre chronologique, hein, ils connaissent, hein, on va dire en gros quoi. Donc Omaha, bien sûr, Omaha, c'est la commémoration internationale et en plus plage de débarquement des Américains, puisque comme vous le savez sans doute, il y a une alternance des lieux entre Américains et Britanniques tous les 10 ans. Mais cet hommage qui se place à Omaha, hommage à toutes les troupes qui ont débarqué, à toutes les troupes alliées, c'est, je dirais, ce qui est vraiment inscrit dans la mémoire collective. C'est cette contribution extraordinaire des Américains, des Anglais, de toutes les forces qui ont participé, toutes les forces alliées qui ont participé à la libération du territoire. Je dirais, on oublie ou on minore quelquefois le rôle des Anglais. Les chiffres ont été donnés tout à l'heure. Le 6 juin, on a à peu près le même nombre de soldats qui débarquent entre Américains et Royaume-Uni. Et évidemment, il faudrait aussi rajouter les 20 000 Canadiens. Mais simplement pour dire que l'hommage un peu particulier qui va être rendu à Vers, en présence du président de la République, est là aussi pour dire que les Anglais participent pleinement et ô combien à cette libération. Et c'est à la fois un hommage, évidemment, à leur contribution au débarquement, si important que puisse être, et évidemment la force américaine qu'on ne va pas minorer, mais c'est aussi pour rendre compte qu'ils étaient là depuis 40. Je ne parle pas de la drôle de guerre, bien entendu, mais voilà. Et ils ont résisté. Et De Gaulle était d'abord à Londres, je ne vous apprends rien. Donc là, c'est aussi un moment très important. Convergence mémorielle avec deux nouveautés majeures. Le président de la République va être présent d'abord au maquis de Saint-Marcel, c'était à Plumélec, c'était indiqué, et c'est une façon à la fois de rendre hommage à la résistance intérieure et en même temps de rendre hommage à l'ensemble de la résistance française, puisqu'on a la présence des SAS qui sont évidemment les hommes de la résistance extérieure, de la France libre. Et cette convergence-là est bien au cœur du discours présidentiel depuis longtemps, et là, au cœur de ces commémorations. C'est la première fois qu'au moment des commémorations, un président de la République rend hommage à ce qui s'est passé autour de Saint-Marcel. C'est un épisode assez extraordinaire. On pourrait revenir dans la discussion, si vous voulez, non seulement par évidemment l'arrivée des SAS, d'abord une vingtaine, puis il y en aura 500 dans les jours qui ont suivi, donc une opération aéroportée assez spectaculaire, mais l'articulation avec des milliers de résistants bretons
qui se sont mobilisés, qui ont été convoqués en quelque sorte par un message de la BBC la veille autour de Saint-Marcel et qui vont, par une manœuvre assez stratégiquement très pointue, arriver à la fois à bloquer les Allemands sur place et au moment où les Allemands allaient prendre le contrôle du site, du maquis, arriver à disperser le maquis, ce qui fait que la guerre a continué en Bretagne et les Allemands, au lieu d'être envoyés en Normandie pour renforcer les forces allemandes qui en avaient bien besoin, eh bien, ont été évidemment contraintes de rester en Bretagne. Et la guerre s'est menée là, entre la résistance intérieure et puis les renforts des SAS. Donc là, c'est un moment important. Un autre moment très important, le même jour, donc le 5 demain, c'est Saint-Lô. Alors c'est une question sur laquelle j'insiste assez souvent, parce que je travaille un petit peu sur les questions de mémoire, pour ceux qui suivent un petit peu mes travaux. C'est le problème des bombardements alliés en Normandie, en Bretagne, et puis globalement dans toute la France. Vous avez des hommes, des femmes, des enfants qui sont morts sous les bombes. Vous avez des destructions massives, Saint-Lô en particulier, mais pas simplement, Caen détruite à 50 ou 60%, vous avez Falaise qui est pratiquement complètement détruite, etc. Bon. Il n'y a jamais eu autant de morts en Normandie, pour prendre ce seul exemple. Il n'y a jamais eu autant de morts que pendant ces 3 mois. Mais qu'est-ce qu'on fait avec des bombes qui sont larguées par les amis qui viennent vous libérer? C'est tout le défi de la mémoire collective. La mémoire collective doit intégrer cet épisode. Or, depuis la guerre, et ça renforce la problématique, évidemment, pour les populations normandes, ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, et ils le comprennent dans un contexte de guerre. Et en même temps, ça n'est pas relayé dans la mémoire collective. Ça a été déjà esquissé par un discours de François Hollande il y a 10 ans, devant le mémorial de Caen. Là, en 2024, c'est plus clairement assumé, et le défi, il est là, comment construire un récit qui intègre dans la mémoire collective cet épisode des bombardements alliés. C'est absolument décisif, bien entendu, pour éviter la double peine. 20 000 morts en Normandie, 20 000 morts, 50 000 sur l'ensemble de la France, parmi les civils. Et en même temps, juste après la guerre, les Normands sont allés, parce que ça a été, il y a eu une mobilisation de la population pour offrir des cadeaux aux libérateurs. C'est le Merci Tour aux États-Unis. Dans tous les États américains, vous avez un objet, une trace, des lettres qui ont été remis aux autorités de chacun des États. Et encore aujourd'hui, ça reste exposé, ça reste une référence aux États-Unis même. C'est ce que me racontait quand le président de la mission, Philippe Étienne, qui, avant d'être président de mission, était ambassadeur aux États-Unis jusqu'au mois d'août. Eh bien encore, sous son mandat d'ambassadeur, quand il rendait visite dans les États, on lui montrait ce qui avait été donné par la population normande. Donc on voit bien comment peut se construire ce récit et en même temps prendre en compte l'ampleur des destructions et des douleurs. Bon. Donc ça, c'est un moment extrêmement important. Autre épisode, après Homa, avant même Homa, c'est la prison de Caen. La prison de Caen, ce n'est pas la première fois, bien sûr qu'un président de la République s'y trouve, mais c'est à la fois l'hommage à la résistance intérieure et la dénonciation de la barbarie nazie. On n'a toujours pas trouvé les corps des résistants qui ont été exécutés
à la prison de Caen le 6 juin par les Allemands. Et donc là, à chaque fois, c'est un épisode extrêmement fort, extrêmement émouvant, avec des traces qui sont restées, et puis un survivant, non pas évidemment de ceux qui ont été fusillé, il aurait échappé, non, pas du tout. Simplement, il a été exfiltré avant, envoyé avant, une quinzaine de jours avant, Duval, et puis après déporté. Il est revenu, et il est là, il a 99 ans. Et il y a même un film qui a été fait, qui est en train de sortir, là, un documentaire YouTube, qui est avec lui, sur lui, dans la prison de Caen. C'est extrêmement émouvant, il sera là. Bon. Plus des pièces qui ont été laissées, j'insiste un petit peu là-dessus, je reviendrai en conclusion, il y a des pièces très fortes qui ont été données aux archives départementales du Calvados, en particulier, dans le cadre de cette collecte qui a été voulue par le président de la République et qui a été même engagée avant par les archives départementales de ces différents départements, et qui donne une charge émotionnelle renouvelée. Bayeux, bien sûr, alors avec quelques jours d'avance. Vous savez que la participation du général de Gaulle au débarquement n'a pas été considérée comme prioritaire par les autorités britanniques et américaines, ce qui a plu modérément au général de Gaulle, qui a donc refusé de faire une déclaration à la BBC dans les délais imposés par Churchill, et qui, en débarquant, un peu plus tard, quelques jours plus tard, est arrivé à Bayeux. Et là, ça a été une population, mais complètement en soutien à la France libre, à la résistance et au général de Gaulle. Et ça a été certainement un épisode majeur dans la reconnaissance de la légitimité du général de Gaulle et des autorités qu'il a tout de suite mis en place, des autorités civiles. Auprès des autorités américaines, c'était le plus compliqué. Et puis de Churchill, c'était moins compliqué pour les autorités britanniques parce que le cabinet était majoritairement convaincu depuis assez longtemps, en particulier derrière Anthony Eden, aux affaires étrangères. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement pour dire que c'est le lieu majeur de reconstitution, de reconstruction de la souveraineté nationale autour du général de Gaulle. Et c'est très bien que dans le film que je ne connaissais pas, qui a été fait par le CPAD, par la DICODE. Et c'est je vais me faire rattraper là, par la fameuse DICODE, et avec quelques soutiens secondaires de l'ECPAD pour tenir la caméra. Non, parce que je préside le conseil scientifique de l'ECPAD quand même. Donc, bon, mais revenons aux choses un peu sérieuses. Effectivement, c'est un film très intéressant parce que, bien sûr, c'est centré sur la contribution de Kiefer, le commandant Kiefer, et de toute son équipe. Bon, Sword, le débarquement, contribution des Français, mais on évoque De Gaulle et on évoque Pétain. Et c'est très important que dans ce même film, on évoque à la fois le libérateur et puis le traître. Et on l'entend par les déclarations qu'il fait au moment du débarquement. Et là, je trouve que c'est un message extrêmement fort. Donc ça, voilà pour Bayeux, comme symbolique, d'autant plus que ça n'est pas un hasard si un peu plus tard, c'est là qu'il fera son discours à Bayeux sur la constitution qu'il appelle de ses voeux. Et puis, évidemment, Cherbourg. C'est intéressant, Cherbourg, parce que ça va être pendant quelques semaines, peut-être un mois, le plus grand port du monde. Il fallait contrôler Cherbourg, port en eau profonde, pour permettre
faire venir encore plus rapidement et massivement les troupes, le pétrole, enfin tout ce qui pouvait évidemment aider à ce qui était en train de se faire, qui était la bataille de Normandie, et puis ensuite l'avancée des troupes. Parce que la bataille de Normandie ne s'est pas arrêtée le 10. On le sait tous. On évoque, évidemment, on est tous marqués par le jour le plus long. Voilà, bon, c'est ça notre, en quelque sorte, ce qui construit d'ailleurs la mémoire collective que les Français ont de la libération, du débarquement, comme si tout s'était réglé en une seule journée. Vous savez qu'il n'en est rien. Vous savez combien de temps il a fallu pour libérer Caen, pour libérer Saint-Lô. Vous savez très bien que, bon, un peu plus, Omaha, on était à 2 doigts de laisser ceux qui avaient débarqué et puis de réorienter les autres vers Utah. Et finalement, comme il y a eu une percée, on a continué. C'est là qu'il y a eu le plus de morts à Omaha Beach. D'où aussi l'importance particulière cette année de cette commémoration. Donc, le débarquement n'était pas simple, mais après la bataille de Normandie, avec ce trou-là du mois de juillet, dramatique. À la fin du mois de juillet, les troupes allemandes s'effondrent. Il y a eu un mois compliqué, hein. Et après, il a fallu, évidemment, continuer. La question de la libération de Paris s'est posée, comme vous le savez aussi, mais ça, nous le verrons lors d'un prochain point presse avant les commémorations de la libération de Paris, j'imagine. Mais il faut bien avoir ça en tête. Il y a l'opération Neptune, il y a l'opération Overlord, il y a le débarquement proprement dit, et puis il y a la bataille de Normandie, dans sa globalité. Donc, ayons ça en tête pour rendre compte de la difficulté et combien, évidemment, la conquête de Cherbourg par les troupes alliées était essentielle, et c'est comme un lien singulier entre la France et les États-Unis. Parce que ce sont les Américains qui vont pouvoir, d'abord c'est eux qui étaient très majoritaires dans les troupes qui ont libéré Cherbourg, en lien avec les résistances intérieures, mais en plus, ça existait avant, hein, les liens transatlantiques à travers le port de Cherbourg avant la guerre étaient déjà très importants, et puis c'était le lieu d'émigration des Français vers les États-Unis. Et cette histoire va continuer après la guerre. Donc là, on a vraiment une symbolique de ce lien très, très fort entre la France et les États-Unis. Et si ça a un tel écho en France comme aux États-Unis, et au-delà de Cherbourg, il y a évidemment une sorte de référence historique qui s'impose. C'est Lafayette. C'est la participation à la Révolution américaine. Bon, on va laisser de côté le fait que c'était contre les Britanniques, parce que là, sinon, on va avoir quelques petits problèmes. Mais vous voyez bien ce qu'il y a derrière. C'est comme une réponse. C'est comme les Américains disant, comme en 1917, mais encore plus massivement, évidemment, avec la Deuxième Guerre mondiale. C'était, mais oui, on vous doit ça. Et ça, c'est très fort dans les commémorations américaines. Ces Américains qui sont tellement présents lors des commémorations, on le sait bien là. Donc, je vais simplement terminer. J'étais rapide, non? Oui. Simplement terminer en pointant les quelques idées, deux, trois mots importants de cette commémoration, à mon sens. Donc, convergence mémorielle, bien sûr, je l'ai développée. L'appropriation. Il fallait que ça ne soit pas uniquement une commémoration au plus haut sommet de l'État et que ça soit approprié par l'ensemble de la population. Et tout ce qui nous remonte, nous, à la mission, confirme que ça, ce défi-là a été relevé.
Alors, c'est le cas tout spécialement en Normandie, en Bretagne. C'est incroyable le nombre de manifestations locales qui sont organisées, comment les élèves sont mobilisés dans les écoles. Mais ça vaut évidemment partout ailleurs pour toutes les commémorations. Et moi, je l'ai vécu aussi un peu plus directement, puisque comme historien, j'accompagnais le comité de soutien à la panthéonisation de Missak Manouchian. Ça a été un phénomène d'une ampleur qu'on ne pouvait pas imaginer, et il n'y a jamais vu dans une panthéonisation autant de classes mobilisées volontairement par leurs enseignants pour accompagner cet événement majeur qu'a représenté la panthéonisation. Bon. Qui illustre d'ailleurs, on pourrait y revenir si vous voulez dans le débat, mais aussi l'idée de convergence mémorielle voulue par le président de la République. Bien. La transmission, bien entendu, je parlais des élèves, c'est fondamental, la transmission. Et d'autant plus fondamental, bien entendu, que là, je crois qu'il y a 200 vétérans qui sont présents pour les commémorations. Et évidemment, ce sont les dernières commémorations pour l'essentiel qui vont être accompagnées par des vétérans. Donc, il est fondamental de trouver d'autres vecteurs de transmission de ces événements majeurs. Et puis, l'idée d'associer l'intime et les grandes décisions politiques ou militaires qui se prennent au plus haut niveau. Et cette dialectique-là entre l'intime, le vécu par la population, au plus bas de la société, je ne parle pas de classe sociale bien entendu, mais au niveau de l'individu, tout ce qu'on peut retrouver dans les greniers, d'où le thème fondamental de la grande collecte voulue par le président de la République. Et puisque je suis devant des journalistes en particulier, vous imaginez bien que la grande collecte, c'est aussi la singularité de la deuxième par rapport à la Première Guerre mondiale, ce sont les films d'amateurs. Il faut qu'on ait ces films d'amateurs, c'est fondamental pour assurer cette transmission et pour faire aussi émerger l'intime à côté des grandes décisions étatiques et militaires. Je vous remercie.